Bonjour à toutes et à tous. On va débuter si on veut. Oups! On dirait que ma caméra s'est fermée toute seule. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne suis pas en mesure d'ouvrir ma caméra. Je voulais vous glisser quelques mots sur Femmes et Sœurs. En fait, notre organisation est la seule au Québec qui est entièrement dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin. Notre mission est celle de contribuer directement à la création, à la croissance et l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par les femmes de 17 régions du Québec. Concrètement, on offre du financement pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition et de relève qui, elle, se conjugue à une offre d'accompagnement qui, elle, est adaptée aux besoins des entrepreneurs. Donc, ce matin, c'est toute l'équipe de Femmes et Sœurs qui se joint à moi pour vous remercier de votre présence. On est tout près de 200 participants là, à être inscrits à ce webinaire là, qui est présenté en collaboration avec l'Ordre des CPA, notre précieux partenaire. Justement, au cours de la dernière année, on a eu plusieurs collaborations pour vous développer des webinaires, mais ce matin, la thématique concerne les 20 erreurs courantes en comptabilité. Donc, même si la comptabilité, ce n'est pas toujours divertissant pour tout le monde. Oh, excusez, j'ai l'occasion de présenter ma caméra. Désolée. Donc, même si ce n'est pas divertissant pour tout le monde et que parfois on s'y perd, il reste que peu importe la taille de l'entreprise, c'est toujours nécessaire. Alors aujourd'hui, on va voir quelques grands principes sur la comptabilité, la gestion de trésorerie et les stratégies financières. Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous M. Éric Préville, CPA, CMA et président de Panorama Conseil pour vous présenter ce webinaire. Je me permets de dire quelques mots à son sujet. En fait, M. Préville a été directeur principal de la Banque de développement du Canada pendant plus de 10 ans et il a réalisé plus de 200 interventions en entreprise et en accompagnement auprès des PME. Aujourd'hui, il agit à titre de conseiller en gestion stratégique et M. Préville se donne comme mission d'accompagner les entrepreneurs dans les moments clés du développement de leur entreprise, que ce soit pour atteindre leurs objectifs de croissance, de profitabilité ou encore de transfert. Juste avant de lui céder la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques associés à la rencontre. Premièrement, durant la présentation, tous les micros vont être fermés et vont être mis en mode discrétion afin de limiter les bruits ambiants et d'assurer une meilleure qualité sonore. Aussi, ça va être possible pour vous de poser vos questions dans le chat. Là, il devrait y avoir une bulle de discussion à votre droite. Par contre, dans un souci de permettre à M. Préville de livrer tout le contenu, les questions vont être répondues à la fin seulement. Donc, on devrait avoir une présentation d'environ 35-40 minutes et on devrait avoir notre période de questions d'environ 15 minutes. Je dois aussi vous informer que la présente rencontre est enregistrée dans un objectif de rediffusion. Alors, pour cette raison, si vous n'êtes pas à l'aise de vous voir en rediffusion, vous pouvez sans problème fermer votre caméra, on comprend. Donc, tout est prévu pour qu'on respecte notre temps d'1 heure. Et lorsqu'à 10 heures, l'enregistrement va être terminé, il va être possible de poursuivre un petit peu la période des questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Préville. Je vous souhaite un très bon webinaire et on se revoit à la période des questions. Bon matin tout le monde. Je me permets parce que j'ai appris tout à l'heure, puis c'est dommage, on ne voyait pas, c'est Prisca qui nous parlait. Donc, Prisca qui était sa première prise de parole officiellement à titre de directrice de la région de la Mauricie. Donc, Prisca qui est officialisée, mais qui malheureusement, sa caméra ne fonctionnait pas ce matin. Les 20 erreurs courantes en comptabilité. Donc, ce matin, c'est pas une formation sur la comptabilité, c'est beaucoup plus une approche où ce que nos amis américains appelleraient de développer l'esprit du whistleblower ou du sonneur d'alerte. Donc, c'est de voir ces situations-là, puis de réaliser est-ce que ça arrive dans mon entreprise, ces situations-là, puis comment être outillé peut-être pour les détecter, puis après ça, ben, s'organiser pour les corriger. Donc, on ne fera pas de comptabilité technique ce matin, mais essayer de voir si on est capable de déceler des problématiques qu'on a dans notre entreprise, puis comment les déceler. Pour commencer, ben, en fait, des fois, on travaille beaucoup sur la perception et
on avait l'impression que les gens maîtrisaient quand même le sujet de la comptabilité, mais on s'est posé quelques questions et c'est Léger qui avait fait un sondage sur les Québécois, puis il posait la question, est-ce que vous êtes en mesure de faire la distinction entre un crédit d'impôt et une déduction? Et 71 des répondants disaient être en mesure de faire la distinction. Et quand on leur a demandé d'expliquer concrètement la distinction, seulement 18 des gens étaient capables de le faire. Donc, des fois, perceptuellement, on pense qu'on maîtrise bien des choses, mais dans les faits, on ne maîtrise peut-être pas toutes les subtilités. Aujourd'hui, les 20 erreurs, donc, on l'a séparé en 4 blocs. Ce soit le volet comptabilité, le volet finance, le volet gestion de trésorerie et le volet stratégie financière. Donc, au volet comptabilité, je dirais à la base, avoir une tenue de livre déficiente. Et il faut le voir toujours avec la taille de l'entreprise. Donc, pour moi, exemple, un travailleur autonome, ben, ça serait de ne pas minimalement s'assurer d'avoir sur une base régulière la tenue de nos comptes. Des fois, ça ne sera peut-être pas toujours avec un système comptable, ça va être avec l'aide de quelqu'un. Puis des fois, je vais aller, quand on est dans de la plus grosse organisation, des fois, même là, on est négligent dans le système qu'on utilise, les façons qu'on va le faire. Donc, être négligent dans notre tenue de livre. Pourquoi c'est important? Donc, un, pour avoir une information financière qui va nous permettre de prendre des décisions. Deux, pour être à jour. Puis trois, pour qu'elle soit utile, cette information-là. Faire des factures non conformes. Vous allez trouver sur le site de Revenu Québec des façons de faire de la facturation. En fait, il y a trois types de factures, ce que j'appellerais le coupon de caisse du moins de 30 du 30 à 150 ou du 150 et plus. Minimalement, sur un coupon de caisse ou sur une facture, on devrait retrouver le nom de votre entreprise, la date de la facture, le montant total, le montant des taxes, puis un minimum de description qui nous permet de voir qu'est-ce qui était cette facture. Ensuite, plus on va aller un petit peu plus haut, quand on monte au-dessus de 30 mais on devra retrouver les numéros de taxes, des descriptions du service que vous avez donné. Et là, je vous donne un conseil. Quand on est dans le 150 ou plus, mettez des détails sur votre facture. Ça règle bien des problèmes d'avoir un minimum de détails. Des fois, on va mettre un produit à 3 000 mettez des détails, surtout si on est dans le service, si on est dans les heures, détailler un petit peu, des fois, ça coupe d'ostinage. Avoir une charte comptable inadéquate. La charte comptable, je dirais que c'est un peu le squelette de notre comptabilité ou l'ossature de notre comptabilité. C'est quoi la charte comptable? Mais c'est le compte dans lequel on va inscrire, exemple, les ventes, les dépenses, comment on va les catégoriser, comment on va les regarder. Et pourquoi c'est important? On va vouloir ne pas avoir qu'un seul item de vente. Exemple, si vous offrez plusieurs types de produits, on va vouloir les séparer par type de produit. Si on va être capable, à un moment donné, on va le voir un petit peu plus loin, de travailler sur la profitabilité de nos produits services. Donc, on va vouloir les séparer. On va vouloir séparer mes frais d'opération avec mes frais d'administration, mes frais de vente, encore là, pour être capable de se mesurer. On va essayer de ne pas tout mettre d'un melting pot. On va essayer d'avoir de la rigueur aussi. Puis ça, je l'ai vu dernièrement encore, un compte où je regarde des états financiers, puis une année, et là, j'ai eu plusieurs personnes qui ont touché à la tenue de livre, et une année, j'ai des frais de poste. L'année suivante, mes frais de poste sont à zéro. C'est impossible. Je fouille. Ah, il y a un compte livraison et poste. Ah ben là, quelqu'un a dû se dire, là, je retourne l'année d'après, j'ai pas de frais de livraison et poste. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, cette année-là, j'ai des frais de poste. Donc, on essaye de faire le ménage puis de garder une rigueur parce que sinon, on n'est plus capable de comparer poste par poste après ça. Donc, avoir cette ossature qui est bien faite, qui est bien montée. Puis en même temps, ça veut aussi dire pas nécessairement éclater toutes les dépenses. J'ai vu le contraire à un moment donné où c'est une entreprise de plusieurs millions de chiffres d'affaires. Puis là, on a tellement de comptes à un moment donné, puis on se retrouve, mais je dis, pourquoi on crée un compte pour 103 piastres de dépenses? À un moment donné, il faut essayer de faire des groupements intelligents parce que là, on n'est plus capable de lire. Là. Si on sort un état, puis il y a 6 pages parce qu'on a tout trop détaillé, c'est de mettre une intelligence là-dessus aussi.
Ne pas conserver les documents justificatifs. Là, je vais vous amener dans deux branches ici. On a un devoir légal de conserver, normalement, durant une période d'au moins 6 ans suite à suite à notre fin d'année financière, de conserver ces documents-là. Revenu Canada va même plus loin, il dit de conserver ces documents-là au Canada. Moi, je vais aller plus loin en vous disant, même, il y a l'aspect légal qui est super important, puis il y a l'aspect aussi opérationnel. Et de plus en plus, on va se tourner vers des outils technologiques pour conserver nos documents, de les numériser, d'en faire du PDF. Et souvent, c'est facile de se créer un PDF et d'archiver. Et là, il y a deux raisons à ça, je vous dirais. Il y a la raison, actuellement, on le vit, la période de télétravail, plus on est informatisé, donc plus ces documents-là sont accessibles à distance, plus on est opérationnel. Puis je disais, il y a un autre côté pratico-pratique, il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre si c'est un incendie ou une catastrophe naturelle. Moi, je l'ai vécu avec un client, un incendie où on a perdu la totalité des documents papier. Ça a été un cauchemar, mais un vrai cauchemar de remonter. Et c'est pas que c'est impossible, mais ça a demandé tellement d'efforts, ça a coûté tellement cher à aller récupérer toute cette info-là dans des courriels à gauche, à droite, les heures pour reprendre la comptabilité. Donc, encore une raison de plus pour conserver, numériser cette information-là. Il y a souvent des questions qui vont venir. J'y crois beaucoup. Mais si vous commencez le processus, là, à moins d'avoir très peu d'informations, moi, je vous dis, prenez une date zéro, puis à partir de maintenant, on numérise. Puis ce qui est dans le passé, ben, on vit avec ou on en fait un petit peu par petit peu, mais ça a pas ça a une valeur importante, mais commencez une date zéro, puis faites au moins ce qui s'en vient par en avant. Ne pas faire de conciliation bancaire. Ben là, ça va avec un petit peu notre tenue de livre. C'est quoi la conciliation bancaire? Mais c'est de s'assurer que le montant que j'ai d'inscrit en caisse dans mon état financier, c'est le même montant que j'ai dans mon compte de banque. Donc, d'assurer de venir voir, mais ce que j'ai écrit, donc comme entrée de fonds, est-ce que je les ai bien dans mon compte bancaire? Est-ce que j'ai des. On a de moins en moins de dépôts physiques, de moins en moins d'argent, mais est-ce que j'ai un dépôt physique qui n'avait pas été rentré? J'ai-tu des chèques qui n'ont pas passé? Ça va venir me permettre de m'assurer d'avoir un contrôle physique de ce que j'ai fait face à tous mes encaissements, mais ça va venir mettre aussi une couche de ce que j'appelle le contrôle interne, donc de s'assurer que ce que j'ai décrit, c'est ce que j'ai dans le compte, puis on ne s'en est pas fait passer une vite. Euh, Ça aussi, je l'ai déjà vu, une entreprise où le directeur des finances demande de détruire une caisse de vieux chèques. La caisse n'a pas été détruite, mais a été juste jetée au vidange. Puis quelqu'un qui s'est gâté et qui s'est fait un chèque, en conciliation bancaire, on se rend compte que le chèque marche pas. On a appelé la banque, fait sortir le chèque, on se rend compte que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de signature dessus. La banque, c'est un chèque de pas un si gros montant, mais on l'a récupéré à conciliation bancaire parce que je ne suis pas capable de faire arriver mes dépenses parce que je n'ai pas enregistré ce chèque-là que j'ai tiré. Donc, ça vient mettre une couche de contrôle interne aussi. Le volet finance. Là, je m'adresse des fois peut-être plus à des entreprises d'une taille un petit peu plus petite. Ne pas faire de distinction entre ses finances personnelles et ses finances d'entreprise. Moi, je le vois d'une façon vraiment importante. Donc, on l'a dit, on fait des états financiers, puis après ça, on va séparer les deux, euh, les deux finances. Moi, mon père était un petit entrepreneur. Il avait un petit commerce et il a toujours fonctionné. Il m'avait toujours fait rire, mais c'est l'image. Il m'a toujours dit, moi, j'ai deux poches. Il dit, la poche de droite, c'est la mienne, puis la poche de gauche, c'est mon entreprise. Puis il n'a jamais pigé entre les deux poches. Évidemment, à cette époque-là, il y avait beaucoup plus il y avait beaucoup plus d'argent. Il n'a jamais accepté une carte de débit. Jamais mélangé les deux poches. C'était super important pour lui. Euh, donc, on va se garder. Puis pourquoi? Ben, on veut s'assurer de décrire, on veut s'assurer de est-ce que je fais de l'argent? Est-ce que j'ai sorti de l'argent personnellement? Puis là, je m'en rends plus compte ou je perds un peu le fil. On fait une distinction entre les deux. On veut sortir de l'argent, on l'écrit, on le note dans nos registres. Et ça, que ce soit une incorporation ou une entreprise enregistrée, on va séparer. Être négligent avec son crédit personnel. Là, je vous dis, ça, c'est un. Moi, celle-là, je le trouve vraiment, vraiment crucial. Si
c'est le crédit personnel, c'est la base maintenant de beaucoup de façons d'obtenir un prêt. Je pense à BDC, je pense dans les banques aussi, qu'on va appeler le score de crédit. Son crédit personnel, c'est un peu quoi? Donc, si on regarde Equifax, ben, c'est une note quelque part entre 500 et 900. 900 est un peu utopique, il n'y a personne qui a 900. Puis 500, mais normalement, c'est le score qu'on vous donne quand vous n'avez aucun dossier de crédit, puis vous. Donc, on rentre dans le monde du crédit. Exemple, vous immigrez au Canada, vous n'avez aucune historique de crédit ici, c'est 500. Puis ça monte assez vite, on bâtit notre dossier de crédit. Pourquoi je disais être négligent? Ben, je me souviens, à la BDC, on avait fait une étude qui démontrait que les entrepreneurs qui avaient en bas de 600 de score de crédit, le taux de survie de l'entreprise après 5 ans, c'était zéro. Il n'y avait aucun entrepreneur qui avait on a remonté sur 20 ans, donc qui avait passé le cap du 5 ans avec moins de 600. Pourquoi? Ben, on gère notre entreprise comme on gère nos finances personnelles. Quelqu'un qui a pas au moins 600 de score de crédit, ça veut dire qu'il a massacré pas mal son crédit personnel. On gère un peu l'entreprise comme ça. Par contre, là où ça vient nous nuire, ben, ça vient nous nuire sur l'obtention d'un prêt. On réalise au niveau des assurances maintenant, beaucoup, ils vont l'utiliser pour, entre autres, tarifer la prime d'assurance. Donc, ça va impacter beaucoup. Comment on fait pour ne pas être négligent avec son crédit personnel? Ben, on essaye de ne pas continuellement maximiser nos cartes de crédit. Si on est toujours trop à côté de sa limite, on va essayer de se négocier une marge de crédit, une augmentation de la carte, mais on va essayer de pas toujours, parce que ça vient gruger des points. Pas de dépasser notre limite de crédit. Donc, j'ai 2000 sur une carte. Si vous mettez 2005, ça va passer. Ça néglige notre score de crédit. On ne se fait pas justice soi-même. Donc, il y a une compagnie de cellulaire, vous n'étiez pas content, il y a un mauvais service, il reste une facture de 103 pièces. Vous décidez que vous ne méritez pas de la payer, vous ne la payez pas, et vous envoie en collection, c'est radié. Ça vient impacter le dossier de crédit personnel. Et c'est tout, donc, c'est tous des éléments où on veut de faire super attention, puis ça va être très important quand on va venir vouloir avoir un prêt pour l'entreprise. Ne pas être à jour avec les agences du revenu, là aussi, on ne se finance pas avec Revenu Québec ou l'Agence de revenu du Canada. C'est une très mauvaise idée. Un, on va être à jour dans nos taxes. Deux, c'est que ces créances-là deviennent ce qu'on appelle des créances prioritaires, c'est-à-dire qu'ils vont passer en avant d'une hypothèque commerciale, ils vont passer en avant d'une hypothèque sur la bâtisse. Et c'est là où il va arriver où votre banquier peut devenir nerveux. Si vous avez une hypothèque sur une bâtisse ou sur un équipement, puis vous n'êtes pas à jour avec les agences du revenu, ben ces dettes-là deviennent prioritaires aux dettes de la banque. Et ça se peut que votre banquier soit nerveux si vous commencez à devoir beaucoup d'argent aux agences, les pénalités qui viennent avec. Actuellement, je sais qu'il y a des délais, des reports, mais on essaye, ça ne devrait pas être notre première source de financement de crédit. Ne pas comprendre ces états financiers, là, je vous le dis, puis j'ai des entrepreneurs de toute taille. C'est pas nécessairement le bout le plus fun de la comptabilité d'une organisation, mais pour moi, c'est ô combien important de comprendre qu'est-ce qui se passe, de comprendre les écritures, de comprendre, d'être capable de déceler s'il y a des erreurs ou des problématiques dans nos états financiers. Puis je me rappelle d'un entrepreneur c'était un de mes clients à la BDC, d'une fin d'année, il y a une année incroyable, exceptionnelle sur ses états financiers. À lui, il regarde la ligne du bas, profit, on fait un profit incroyable cette année et on passe à la dépense. Et finalement, euh, ben, une fois qu'on s'est mis le nez, on se rend compte que la technicienne a fait des petits oublis, une paye qui n'avait pas été inscrite, il y a des dépenses, on a trouvé une pile de factures dans son bureau, on a fini par congédier la technicienne comptable, mais pour se rendre compte que finalement, c'était pas un profit, c'était une perte qu'il a faite cette année. Il ne comprenait pas trop, mais c'est ça, c'est de comprendre, puis de se mettre le nez dans les états financiers. C'est pas nécessairement le fun, mais on va vouloir le faire. Puis il y a plein de formations, il y a plein de cours qui peuvent vous donner des pistes sur de la base. Je ne vous dis pas de vous inscrire dans un cours de comptabilité puis de devenir être capable de faire vos écritures. C'est plutôt de les comprendre. Donc, d'aller vers des formations, puis de poser des questions. C'est votre CPA qui vous remet vos états financiers à la fin d'année. Posez-lui des questions pour les comprendre sur la terminologie. Vous allez voir sur le site, on va montrer l'adresse, mais sur le site des 20 minutes CPA, j'ai écrit un lexique
Donc, un début de lexique de la comptabilité. C'est quoi les terminologies? Puis là, mon banquier me parle d'équité. C'est quoi de l'équité? Mais minimum de comprendre un petit peu cette terminologie-là. Puis ne pas s'impliquer dans la gestion financière, mais pour moi, ça va un petit peu avec les états financiers. Donc, on, on veut rester impliqué, on ne délègue pas le chéquier, on veut comprendre, on se met le nez dedans, on va se former, on pose des questions à notre comptable. Et c'est comme ça qu'on va devenir meilleur et qu'on va aller chercher un des points pour se démarquer de notre compétition. Bien, plus je vais faire du profit, plus je vais me donner le moyen de mes ambitions. La gestion de trésorerie. Et beaucoup d'éléments aussi vitaux à ce niveau-là. Ne pas se faire payer assez rapidement. Et là, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui disent ouais, mais là, je ne veux pas l'achaler, c'est un gros client, il est important. Non, non, il faut que vous fassiez payer. Là. Pour moi, c'est vraiment c'est primordial. Donc, on se fait payer, on a mis une date de fin sur la facture, on le suit. Puis moi, j'irais même à vous dire, même dans des petites entreprises, la première politique que j'ai écrite, c'est une politique de collection. Donc, et de mettre de rigueur. C'est-à-dire, j'envoie ma facture. Au bout de 30 jours, je vais envoyer un rappel courriel amical, dire, ben, vous ne nous avez pas payé. Puis au bout de 45 jours, je vais prendre le téléphone, puis on va appeler le client. On montre qu'on fait nos suivis, puis qu'on a de la rigueur. Pourquoi? Ben, c'est notre fonds de roulement. Des fois, on court après notre queue, il manque d'argent, puis on se rend compte qu'il y a de l'argent qui dort dans un compte client, puis qu'on ne court pas après pour se faire payer. Je vais mettre un bémol ici. On sait que des fois, on va avoir des clients, je pense à Sobase ou beaucoup de ces très gros joueurs-là, on le sait d'avance, puis ils nous avisent souvent, ça va prendre, on va payer en 90, 120, j'ai vu jusqu'à du 180 jours, ça fait partie des règles du jeu, on le sait. À ce moment-là, on va, le tarifer. Deux, on va s'assurer que ça rentre. Donc, j'ai un point un petit peu plus loin qui est faire un budget de fonds de roulement, mais on va s'assurer de le mettre dans mon budget de fonds de roulement, puis de ne pas prendre juste des clients qui nous payent en 180 jours, parce qu'à un moment donné, notre fonds de roulement va souffrir. Ne pas ramener les prévisions à leur plus simple numérateur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de pas, quand on fait des prévisions, que ce soit des prévisions de vente, vos prévisions financières, ramenez ça à des numérateurs, c'est-à-dire des unités, des heures. J'ai travaillé trop souvent avec des gens qui disent on va augmenter le chiffre d'affaires de 100 000. Ah, OK, c'est quoi 100 000? Bon, ben, calcule, si tu vends des vélos, là, divise-moi, là, c'est quoi ta transaction moyenne? Ça représente combien de vélos de plus? Et c'est là qu'on va réaliser pleinement, beaucoup plus qu'un chiffre, c'est pas concret, mais qu'on va réaliser. Mais si je dis c'est 1000 vélos de plus, ben, 1000 vélos, as-tu le personnel pour vendre 1000 vélos de plus? On a-tu de la place? On est-tu capable de les stocker? Ça coûte combien? C'est une entreprise saisonnière. Si je vends 1000 vélos de plus, normalement, c'est pas réparti sur 12 mois. Là. On vend ça au printemps et à l'été. On est-tu capable? On a-tu le fonds de roulement pour les acheter? Ben, c'est tout ce questionnement-là qui rentre, qui fait comme oh, attends un peu, c'est quelque chose, ça là? Ben, c'est de ramener ces prévisions-là à des numérateurs simples pour nous permettre de valider puis d'attacher tous les morceaux qui vont avec cette prévision-là. Puis ça, pour moi, c'est même dans de la plus grande entreprise, ramener ça à des numérateurs, c'est pas concret des dollars. Pas faire de budget de fonds de roulement. Ça aussi, pour moi, c'est super important. C'est quoi le budget de fonds de roulement? Je vais faire une distinction. On va avoir un budget d'opération. Mon budget d'opération, normalement, c'est ce que je vais vendre puis ce que je vais dépenser. On peut le découper par mois, tout dépendant des besoins qu'on a. Le budget de fonds de roulement, lui, c'est ce que je vais encaisser puis ce que je vais décaisser au moment réel où je vais le faire. Donc, je fais ma vente, c'est pas un encaissement, c'est une vente. Ça ne veut pas dire que l'argent est rentré. Donc, si je vais avec des termes de paiement, bon, ben, c'est de dire, normalement, si je fais une vente, en moyenne, 60 de mes clients vont me payer dans 30 jours. Il y a un 30 que ça va être 60 jours, puis j'étire toujours un 10 à 90 jours. Bon, ben là, le mois 1, j'ai fait 100 000 de vente, mais ce n'est pas 100 000 d'argent collecté. On va le mettre, on a dit 60 me paye en 30 jours, fait que j'ai 60 000 que je vais collecter le mois suivant. Donc, le décaler, puis constater réellement quand je vais encaisser, puis
réellement, quand je vais décaisser, mon chèque de loyer, je le fais tous les mois, lui. Fait que des fois, au bout d'année, on se rend compte que les ventes, mes dépenses, je fais un profit, ça marche. Oui, le profit, ça ne paye pas les factures. Donc, c'est quand est-ce que l'argent rentre. Je vais me permettre de faire une petite publicité d'un organisme qui s'appelle l'École des entrepreneurs du Québec. Ils ont développé un outil qui s'appelle Prévisio. Donc, Prévisio qui vous permet de faire des prévisions financières simples. Ce n'est pas un outil qui s'adresse à la grande entreprise. On est vraiment beaucoup plus dans la petite entreprise, mais qui vous amène à être capable de faire un budget prévisionnel puis un budget de fonds de roulement qui est un petit peu, qui est selon moi plus facile à utiliser qu'une feuille Excel. Donc, c'est du étape par étape. Ça, c'est super important. Donc, puis pourquoi c'est crucial aussi? La journée, vous allez faire une demande de marge de crédit. Puis ça, je l'ai trop vu. L'entrepreneur arrive, bon, je veux une marge de crédit. OK, tu as besoin de combien? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Si toi, tu ne sais pas, moi, je ne sais pas plus, là. Ben, le budget de fonds de roulement, normalement, sur une année, devrait être capable de vous dire, ben, dans mon pire mois, là, ce que je regarde, ce que j'encaisse, puis comment j'ai acheté, puis souvent, quand on est cyclique, ça va arriver, ben, j'ai un manque à gagner de 40 000 Donc, j'ai plus de dépenses de 40 000 que j'ai de revenus. Bon, on va discuter avec la banque, on va leur présenter notre budget, puis on va peut-être dire, ben, on va donner une marge de crédit de 40 000 ou 50 000. Normalement, ça devrait suffire. Puis on le met dans notre modèle, puis on se rend compte, ben, on arrive à zéro. Donc, peut-être que dans l'année, je ne l'utilise pas toute, mais dans un mois ou deux dans l'année, je vais l'utiliser un petit peu plus. Ça va être plus difficile, mais ça va me permettre d'avoir une conversation à un niveau un petit peu plus élevé avec un banquier, puis de mettre des chiffres, puis de rationaliser vos besoins. Utiliser son crédit à court terme pour financer des équipements, puis je vais l'attacher avec dépenser sans faire de plan d'investissement. Son crédit à court terme, donc notre marge de crédit, ou même, je dirais, les liquidités de l'entreprise, on va les utiliser pour des opérations. Et là, à part quelques individus, puis moi, j'en connais pas beaucoup, qui décident personnellement, exemple, de s'acheter une maison ou une voiture en les payant comptant, j'en connais pas beaucoup. Normalement, ben, les gens, tu t'achètes une maison, on prend une hypothèque, on va en financer sur 20 ans. On s'achète une voiture, on la finance, on va la financer sur 7 ans. Parce que c'est un bien qui est durable, on va le financer sur du plus long terme. C'est la même chose avec des équipements ou une bâtisse qu'on veut acheter. Et là, pourquoi j'attache avec le plan d'investissement? Bien, des fois, on va dire, oh, mais c'est niaiseux, là, c'est juste une petite dépense de 1500. Ouais, vous allez en faire combien des dépenses de 1500 dans l'année? Hop, 1500 un ordinateur. Hop, mes prévisions financières, j'ai prévu d'embaucher un nouvel employé. Mais ça coûte combien un nouvel employé? Ben, ça prend un bureau, une chaise, un ordinateur. C'est un 5000. OK. On avait 1500, 5000. Là, on se rend compte que finalement, des dépenses à gauche, à droite, une nouvelle machine, j'en ai pour 15 000. Ben, peut-être qu'on va essayer de les financer, non pas de gruger et non pas de mettre ça sur ma marge de crédit puis de me siéger pour mes opérations ou de vider les liquidités de l'entreprise. Évidemment, après ça, on va juger. Si tout ce que j'ai besoin dans l'année, c'est un ordinateur à 1500, j'ai l'argent dans mon compte de banque, ça va bien, mais peut-être qu'on ne le fera pas financer. Mais on va faire le plan d'investissement, mais on va s'asseoir en disant, ben cette année, j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, en anglais, on va appeler ça CAPEX aussi, Capital Expenditure. Qu'est-ce que j'ai besoin cette année de dépenser? Et là, puis on va essayer d'être prévoyant, de dire, ben, ouais, là, mon ordinateur, ça fait 4 ans que je l'ai. Là, il me risque de me lâcher. Je pense que cette année, là, ça va prendre un nouvel ordinateur pour. OK, bon, ça prend un ordinateur, ça prend. Ah, telle machine. Ouais, je peux vivre quand même sans cette machine-là, mais si je veux ma croissance, ça me prend un autre équipement. Donc, on va venir s'asseoir puis dépenser. Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon année? Puis est-ce que ça tient la route par rapport à ma capacité de lever du financement, ma volonté de grandir? Puis c'est là qu'on va venir valider si ça tient la route, puis si ça rentre dans mon budget. Puis si ça rentre dans mon budget, si j'ai emprunté, ben, je vais avoir un remboursement d'une dette, je vais venir le mettre dans mon budget de fonds de roulement. Est-ce que ça tient toujours la route, le remboursement de cette dette-là? Et pour terminer, plus stratégie financière. Avoir une veille stratégique inadéquate, ou je dirais donc, vous devriez avoir une veille stratégique inadéquate. C'est quoi une veille stratégique? Bien, une veille stratégique, c'est de surveiller, je vous dirais, autant mon environnement interne que mon environnement externe. Je vais beaucoup l'associer, puis si vous avez la chance de voir la présentation des 20 minutes CPA sur sa stratégie d'affaires ou de voir une présentation sur le plan stratégique,
je vais la rentrer là-dedans. C'est souvent le premier volet, puis on va dire que ça se fait sur une base régulière. Donc, c'est quoi la veille stratégique? Bien, de s'assurer de continuer à voir, moi, mes capacités comme elles sont, mais les capacités aussi de mes compétiteurs. Ma compétition, elle va venir de où? Donc, des fois, je pense que je suis toute seule, puis je me rends compte que je suis pas toute seule. Je me rappelle d'un jeune homme qui était venu me voir en disant que lui, il avait une formation qui était incroyable. Il avait développé une formation pour le domaine de l'automobile. Il était le seul à donner cette formation-là. Fait qu'il dit, tous les concessionnaires automobiles vont la vouloir. Je suis le seul, j'ai pas de compétiteur. Puis je l'avais amené à réfléchir sur, OK, tu n'as personne qui donne cette formation-là, mais c'est qui tes compétiteurs? Mais dans le fond, ces compétiteurs, c'est l'ensemble des gens qui vont donner de la formation dans un concessionnaire automobile. Parce que si un concessionnaire automobile a dit cette année, moi, j'ai 20 000 à mettre en formation, ben c'est plutôt rare. J'ai rarement vu des gens dire, on a prévu nos budgets, c'est 20 000, mais lui, là, il est tellement incroyable, là, on va mettre 40 au lieu de 20. Non, on met 20 000. Bon, ben, ta compétition, c'est tous ceux qui rentrent dans ce 20 000 de dépenses-là, tous les gens qui donnent de la formation dans un concessionnaire. Puis finalement, il s'est rendu compte que c'était un marché qui était quand même très, 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 très bien exploité. Il n'y avait pas vraiment de marché là. Donc, euh, d'où vont venir mes compétiteurs? Comment ils vendent mes compétiteurs? Ils ont-ils un site web? Si moi j'ai une présence puis j'ai pas de site web, des fois, moi, j'ai quasiment tendance à dire, si vous n'avez pas de présence sur le web, vous n'existez pas, là, aujourd'hui. Ben, qu'est-ce qu'ils font de bien, mes compétiteurs? Ils ont-ils une plateforme transactionnelle? Moi, j'en ai pas. Donc, faire le tour de d'où va venir ma compétition, comment ils vendent, comment ils sont, puis comment ça va venir affecter mon entreprise. Pas s'assurer d'avoir des produits et des services profitables. Euh, Là, je vais le rattacher avec mon début sur avoir des états financiers. Donc, on fait une bonne tenue de livre. Puis pourquoi on sépare les coûts? Là, on va aller une coche plus loin, puis là, on rentre dans un petit peu ce qu'on appelle le coût de revient, c'est-à-dire de mettre les bonnes dépenses aux bons endroits. Je vais vous donner un exemple concret. J'avais un client qui était dans la presse sinistre, puis à un moment donné, ben, on va chercher des meubles dans une maison, on les nettoie, on les entrepose, puis on va réparer la maison quand il y a un sinistre. Là, on se rend compte que j'ai différentes sous-compagnies là-dedans et on mettait, exemple, j'ai 16 000 pieds carrés de loyer, on répartissait le loyer à tout le monde. À un moment donné, on se pose des questions, on m'a dit, ouais, mais le département de construction, là, il utilise une porte de garage pour serrer le camion le soir. Ça n'utilise pas de loyer. En fait, on pourrait sortir d'ici, stationner le camion dans l'entrée chez nous, puis pas avoir de loyer, puis on serait capable d'opérer. Puis on y impute quand même toute une partie du loyer. Mais par contre, l'entreposage puis le nettoyage, c'est eux autres qui consomment presque 16 000 pieds carrés. Mais quand on s'y met à répartir les bonnes dépenses, on pensait qu'on ne faisait pas d'argent dans la construction puis qu'on en faisait beaucoup dans l'après-sinistre. Puis finalement, on s'est rendu compte que la construction est une vache à lait vraiment importante puis que l'autre département, il en fait, mais pas autant qu'on pensait. Ben, c'est de venir associer les bonnes dépenses aux bons projets. Vous faites différents projets, vous êtes dans le service. Ben, moi, ce que je recommande, peut-être pas tous les projets, mais prenez des projets types, puis venez voir le donc, vous avez fait un projet X, c'est quoi toutes les vraies dépenses que j'ai mis dans ce projet-là? Puis de réfléchir à est-ce que quand je fais ce type de projet-là, je fais de l'argent? Dans le service, il faut toujours penser que l'heure que vous n'avez pas vendue aujourd'hui, vous ne pouvez jamais la récupérer. Elle est perdue, elle est morte. Si je vends des pots de cacahuètes, ben, si je ne le vends pas aujourd'hui, je peux en vendre 2 demain, 3, 4, 5 demain. Dans le service, les heures que je n'ai pas vendues aujourd'hui sont perdues à tout jamais. Donc, il faut s'assurer que ce que je vais livrer comme service, ils vont être profitables. J'irais même jusqu'à dire dans cette quand on part en entreprise, on a un petit peu le réflexe de dire, j'appelle ça le principe de la boule de velcro, hein, on va essayer d'attraper tous les contrats qui passent. Quand on grandit, à un moment donné, il faut continuer à se réfléchir, est-ce que je fais de l'argent avec tous ces contrats-là? Il y a peut-être des gens, puis là, je me rappelle même d'un cas avec qui j'ai travaillé, distribution de peinture. Puis à un moment donné, il y avait encore des clients, c'est des vieux clients qui venaient à la boutique pour faire un gallon de peinture.
hey, là, j'ai un employé qui perd souvent en jasant avec le client, qui va perdre 15, 20 minutes, une demi-heure pour vendre un gallon de peinture. Puis au prix que j'y vends, je ne fais même pas d'argent avec. En fait, si je calcule le prix de mon employé, je perds de l'argent. Puis pendant ce temps-là, il ne remplit pas mes commandes. Puis on court. Ben, peut-être que ce volet de clientèle de particulier-là, on va leur dire, ben, on ne peut plus vous servir. Allez chez Rona, vous allez être mieux servi. On peut plus. Ça, peut-être ça a fonctionné quand c'était tranquille au début, mais à un moment donné, ça ne tient plus la route d'offrir ce service-là. C'est dur, ça va vous arracher le cœur, mais il faut à un moment donné casser puis dire, ben, on va se concentrer sur on va essayer de se concentrer sur des clients, soit qui sont profitables. Sinon, dans ma veille stratégique, des fois, on va dire, ouais, je sais que ce client-là, il n'est pas super profitable, là, mais c'est exemple Sobeys, puis je sais que je suis sûr que je vais être payé, puis ils sont bons, c'est une municipalité, puis je sais que je fais un petit peu moins de marge, mais eux autres, là, ils m'assurent des heures dans la semaine, ça va faire partie de ma stratégie, puis c'est correct. Mais on va le penser, puis on va le planifier. S'éparpiller. Là, je vous dirais, là, dans une stratégie de croissance, s'éparpiller, là aussi, c'est souvent des mauvaises idées. Et quand je dis s'éparpiller, ça ne veut pas dire s'intégrer, mais ça veut vraiment dire, à un moment donné, s'impliquer dans plusieurs entreprises qui n'ont aucun lien entre elles et aucune synergie. C'est épuisant, puis à moins d'être que votre métier, ce soit d'être un investisseur puis que vous n'êtes pas dans les opérations, à un moment donné, ça commence à être difficile. Puis encore, ils sont moins tenaces qu'avant, mais je me rappelle là, quand j'étais à BDC, là, le mythe du bed and breakfast où les gens qui disent hey, ça va être bucolique s'ouvrir un bed and breakfast. Non, parlez-en des gens qui opèrent un bed and breakfast, c'est un métier. C'est pas bucolique, je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est un métier. Fait que dire, exemple, ben, j'ai un atelier d'usinage, puis ouais, on va s'ouvrir un bed and breakfast aussi. Réfléchissez donc 2 fois avant de parlez-en du monde qui en ont, tu sais, d'avant de sortir dans des. J'en ai vu beaucoup à un moment donné, quoi que c'est moins courant là, mais on va ouvrir un restaurant. C'est un atelier d'usinage, puis un restaurant. Expliquez-moi une synergie qui est attirante les deux. Allez vous acheter, je sais pas, moi, essayer de dire, ben, on va acheter un compétiteur ou on va acheter une machine qui va être connexe, on va acheter une découpe au placement, on va acheter, tu sais, de se garder où on va avoir des synergies, où je peux me prêter des employés. Vous allez vous aider en termes de stratégie d'affaires. Ne pas voir la comptabilité comme un outil de gestion. J'espère que, rendu à cette étape-ci, je vous ai convaincu que tout ce processus comptable-là, au-delà d'avoir un état financier final à la fin de l'année puis de faire un rapport d'impôt, que c'est un outil de gestion, un outil de prise de décision vraiment important. Donc, que ce soit pour l'établissement de mes prix, ma compétition, s'assurer de sa profitabilité, de voir comment on va voir l'avenir, de voir comment on va réagir à un coût. Puis je dirais d'analyser ma comptabilité aussi, ma profitabilité par client. Je l'ai trop vu des entreprises qui ont 2 clients, diversifiés, ça ne marche pas, réaliser. On le regarde, mais on se dit, je suis à risque, vraiment, j'ai 2 clients, il faut que j'aille chercher d'autres clients, il faut que je diversifie mes sources de revenus. Donc, la comptabilité devrait être vue comme un outil dans votre coffre à outils de gestionnaire, non pas comme un mal nécessaire. Je vais terminer avec jouer en solo. Qu'est-ce que je veux dire par jouer en solo? Ben, c'est de ne pas s'entourer d'une belle équipe de professionnels. Et là, je rentre un paquet de professionnels à travers ça. Je vais parler du CPA, qui peut jouer un rôle avec vous à différents niveaux. Je vais parler des professionnels légaux. Moi, j'ai cette tendance-là à travailler beaucoup avec les notaires qui font du droit commercial. C'est pas que j'aime pas les avocats, mais j'ai eu la chance de rencontrer de très, très bons notaires qui font du droit commercial. Je les utilise beaucoup. Pourquoi? Un contrat d'employé, un bail commercial que je veux signer, que je ne suis pas sûr. Des fois, ça coûte. Un exemple, un contrat d'employé, ça peut coûter une couple de centaines de dollars. Mais le temps que vous allez perdre d'en faire un, pas bien fait. Des fois, il faut peser nos heures. Dire, oui, mais il ne me reste pas beaucoup d'argent. Oui, mais faites-le. C'est comme super important. C'est le premier que vous engagez. Donc, on va faire un contrat modèle qu'on réutilisera après. Mais au moins,
on va avoir les bonnes clauses dedans, on va s'être fait dire les bonnes choses. Ou le bail que je signe, ça va peut-être coûter 200-300 faire réviser le bail, mais il y a des petites attrapes dans les baux commerciaux. Donc, comment est-ce qu'on va les sortir? Ben, on s'est assis avec un comptable, un notaire ou un avocat qui fait du droit commercial. Et là, la même chose, je vais me passer un commentaire. Euh, idéalement, c'est pas nécessairement votre cousin ou l'ami de votre ami parce qu'il est notaire. Posez la question, faites-vous du droit commercial? Parce que de plus en plus, il y a de la spécialisation. Un notaire qui fait du particulier n'a pas nécessairement le bagage de connaissances à jour pour faire du commercial. Exemple, j'ai beau être comptable, je ne fais pas de fiscalité, je ne fais même pas mes propres rapports d'impôts. Donc, si vous me posez une question fiscale, je vais la rediriger vers un fiscaliste à jour parce que moi, je n'émets aucune opinion fiscale. Je ne suis pas à jour là-dedans. C'est pas ma tasse de thé. J'en fais pas. C'est pas. Je suis capable d'allumer une lumière, mais on va se revirer de bord, on va aller voir un fiscaliste après ça. Mais c'est exactement ce réflexe-là que vous devriez avoir, d'aller voir le bon professionnel. Puis après ça, ben, je vais compléter avec tous les organismes. Et là, je vais parler de FAMESAR qui offre de l'accompagnement. Je vais parler des SADC dans les régions qui jouent un rôle ô combien important, les SADC, donc pour être un petit peu des catalyseurs aussi de ressources. Les anciens CLD qui sont encore présents. Il y a un paquet d'organismes aussi donc pour vous aider à découvrir des fois une subvention pour aller engager un nouvel employé ou un petit prêt que vous n'aviez pas vu ou un support ou une mise en contact avec quelqu'un d'autre. Et je vous dirais, normalement, comme entrepreneur, bon, on est un peu tout seul en haut de cette pyramide-là. Ben, le premier des fois à qui on va en parler, ce n'est pas nécessairement toujours notre conjoint, mais c'est d'autres collègues entrepreneurs. Il y a toutes sortes de groupements. Là, je pense à Bon Boss, le groupement des chefs d'entreprise. Donc, de vous asseoir avec d'autres entrepreneurs puis d'échanger sur vos enjeux, mais restez pas tout seul dans votre bureau. Partagez les expériences, puis puis vous êtes un réseau. Je regarde le nombre d'entrepreneurs que vous êtes, donc je suis sûr qu'il y a d'autres entrepreneurs généreux comme vous qui vont être prêts à échanger sur vos enjeux. Des fois, on se rend compte, puis je le dis des fois à la blague, là, mais il n'y a rien de plus pareil que deux entreprises où les enjeux se ressemblent. Et des fois, on va voir, ben, moi, j'ai cet enjeu-là. Ah, moi, je l'ai vécu. Moi, on l'a réglé de même, ça nous a aidé. Un autre va vous amener une autre piste de solution, mais les enjeux se ressemblent énormément quand on parle d'enjeux de comptabilité, de ressources humaines, de financement. Ben, n'hésitez pas à partager. En conclusion, ben, une de mes conclusions, c'est j'espère que je vous ai convaincu de vous mettre le nez dans vos opérations comptables, que je vous ai permis de pouvoir devenir un sonneur d'alarme. J'aimais, attention aux petites dépenses, une petite fuite peut couler un grand navire. Donc, quand je dis encore là de catégoriser, ben, c'est beaucoup, on ne se rend pas compte des fois qu'on a toutes sortes de dépenses. Je vais vous en donner juste une dans celle-là. Des fois, des licences, toutes sortes de licences ou de sites qu'on a payés ou on s'est abonné sur un site quelconque, puis on le voit dans notre vie personnelle, des fois un Netflix ou un puis là, on ne l'utilise plus. Ben, faites le tour, là. Et c'est flagrant. Oups, une licence, un logiciel. Qui c'est qui utilise ce logiciel-là? On se regarde, personne. Ben, c'est 15$ par mois. OK, fini. Ben, c'est presque 200$ par année. Ah oui, c'est sauvé, c'est sa ligne du bas, c'est dans le bénéfice. Donc, mettez-vous le nez dans vos affaires, faites le tour de vos opérations. En terminant, ben, peut-être déboulonner le mythe du CPA qui est là uniquement pour faire vos états financiers de fin d'année. Le CPA devrait être capable, au contraire, d'être un accompagnateur de croissance avec votre entreprise, devrait être capable de vous aider à autant dresser des prévisions financières que vous aider dans la planification ou la croissance de votre entreprise. Si vous avez des enjeux, ben, n'hésitez pas à lui poser des questions. Je termine en disant, bien, il y avait le site 20minutescpa.ca où vous allez retrouver beaucoup d'outils. Il y a un lexique qui est en ligne sur le site des 20 minutes CPA. Allez-y. Donc, des fois, c'est moi qui l'ai écrit, donc avec c'est pas nécessairement des définitions du Robert, mais des définitions où sur l'utilité de compréhension de certains termes comptables qu'on va utiliser au jour le jour dans notre entreprise.
ça fait le tour pour. On était toujours un petit peu, on est toujours un petit peu plus long que le 20 minutes, mais je pense qu'on était dans les temps qu'on voulait, donc pour avoir notre période de questions, notre période de questions. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est Léonie qui avait. Non, c'est pas toi qui avait. Je peux commencer à voir. Ben non, en fait, Prisca, elle est de retour. Ah, Prisca de retour! De retour, je suis vraiment désolée, c'était hors de mon contrôle. Alors, merci Eric pour cette belle présentation. On a une question à l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Je vous la dicte. En fait, c'est Emmanuel qui nous demande, en fait, qui nous dit, j'ai entendu qu'il faut faire attention au duplicata du dossier chez Equifax et ou TransUnion. Ça pourrait nuire à la cote. Est-ce que cette information-là est fondée? Le duplicata. Je veux juste essayer de comprendre un petit peu, mais normalement, les deux entités vont collecter de l'information sur nos crédits personnels. À l'époque, au niveau des banques, à peu près tout le monde utilisait Equifax. Je sais que TransUnion est maintenant un petit peu plus utilisé, mais non, les deux, il n'y a pas d'impact entre les deux parce que c'est vraiment deux entités et les gens vont rapporter les comptes aux deux, mais non, l'enjeu n'est pas là. En fait, l'enjeu va être beaucoup plus, exemple, sur le nombre de demandes de crédit qu'on va faire. Moi, je vous dis de temps en temps, faites-les sortir votre dossier de crédit, puis de voir, là, tu sais, qui. Un autre que je n'ai pas dit, là, puis il me vient en tête, là, au niveau des fameuses hypothèques, c'est-à-dire marge de crédit hypothécaire. C'est un autre, des fois, piège que moi, j'aime pas, la marge de crédit hypothécaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, plutôt que de le déclarer comme une hypothèque, bien, souvent, la banque va le coder comme une marge de crédit dans le dossier de crédit. Et là, on a l'air d'avoir une super grosse marge de crédit, mais dans le fond, une marge de crédit garantie sur une maison, là, on n'est pas dans la même dynamique qu'une marge de crédit. Moi, la marge de crédit hypothécaire, c'est un produit que je n'ai pas acheté. Merci, Eric. On a Maude qui nous dit qu'elle est très nouvelle dans l'entrepreneuriat et qu'elle aimerait savoir où aller chercher des informations sur la gestion et les finances. Ah, il y a plein de places. Moi, je suis un fan de beaucoup de formations gratuites aussi. Retenez ce terme-là, les MOOC, MOOC pour Massive Open Oriented Class. On a plein d'universités au Québec qui ont développé ce côté des MOOC-là. L'UQTR à Trois-Rivières en a développé une. En a développé quelques-unes, dont une sur la littératie financière. EduLib du HEC en a développé aussi quelques-unes. Il y en avait une sur le lancement d'entreprise, l'approche SYNOP, que moi j'ai. En fait, l'approche SYNOP, c'est une approche un petit peu dérivante du plan d'affaires qui est un petit peu normalement. Bon, on a un plan d'affaires, on y tient à vie à mort. L'approche SYNOP, on fait un petit peu moins de papier, un petit peu plus d'essais-erreurs, on va s'ajuster. C'est vraiment une très belle formation. Moi, je l'ai faite, je l'ai beaucoup aimée. EduLib, donc EDULIB, qui est piloté par le HEC, offre beaucoup de ces formations-là qui sont vraiment complètes. Ce n'est pas des petites formations d'une demi-heure. L'approche SYNOP, ça doit être. De mémoire, c'est une trentaine d'heures où il y a des PowerPoint, des capsules, des tests pour voir si vous avez vraiment bien compris après. Donc, c'est beaucoup de place. Puis après ça, j'ai parlé des SADC, là, mais tous les webinaires FAMESAR, SADC, vous allez avoir dans tous ces organismes-là, les CLD, énormément de formations sur le démarrage d'entreprise, Puis je vous invite à, quand vous en faites plus qu'une, comparer, puis aller chercher les morceaux qui vous attirent ou qui vous parlent là-dedans. Vous pouvez faire 3 formations, 3 personnes vont dire des choses qui semblent un peu contradictoires. C'est des façons de voir. Mais après ça, c'est vous comment vous dealez, comment vous êtes bien avec. Mais en avoir fait plus qu'une, bien, ça vous donne des idées, des points de vue, puis comment on va l'appliquer à votre entreprise. Super, Eric. On a une autre question de Catherine qui est toute simple, mais qui revient souvent. Comment trouve-t-on un CPA, là? Où le trouver et comment le choisir? Bien, il y a un bottin qui s'en vient avec les 20 minutes CPA. Donc, on a vraiment un bottin de comptable qui s'en vient. Il devrait être prêt donc, dans le courant de l'année 2021. Je vais vous inviter à revenir le voir. Mais après ça, ben, je vous dirais, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous êtes capable d'avoir une bonne communication, une bonne conversation. Puis je le sais,
je ferai pas l'autruche. J'ai encore des confrères qui, malheureusement, vont faire des états financiers, vous redonnent les états financiers pratiquement en poussant puis en sauvant un peu. On veut pas trop en parler, mais il y en a des bons. Posez des questions. Donc, posez des questions à vos collègues entrepreneurs. Là. Ton comptable, il t'aide dessus, il te parle dessus. Moi, je regarde, j'ai une de mes clientes où on en a un qui est vraiment exceptionnel, là, mais quand il nous donne les états financiers, là, on fait le tour. Ça a pris 3 heures. Puis là, on était une petite entreprise. Ça a pris 3 heures la dernière fois avec lui. Parce qu'on posait des questions. J'étais avec ma cliente, puis son CPA externe, puis sur où on s'en va, des réponses. Pourquoi on a passé telle dépense? Pourquoi? Ah, OK, mais ça va avoir un impact l'année prochaine. On a pris 3 heures, donc c'est pas. Mais j'ai un CPA volubile. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher des références de collègues, d'amis, comment vous l'avez aimé. Puis c'est le fit. Si vous ne fitez pas avec, on en trouve un avec lequel on a vraiment un fit puis on se sent en confiance. Effectivement, Éric. On a Sabrina qui nous demande, pour la charte comptable, est-ce qu'il y a des règles générales à suivre? Oui et non. Il y a des conventions. Est-ce qu'il y a une règle officielle écrite? Non. Vous allez trouver plusieurs chartes comptables et normalement, ça va se ressembler où on va partir. C'est toujours le même pattern où on a les comptes dans les 1000 ou dans les 100 qui sont les comptes d'actifs. Puis on va descendre dans les 2000 avec les comptes de passifs. Puis on arrive normalement aux 4000 ou 5000 avec les ventes puis les dépenses après. Mais après ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas une règle qui dit noir sur blanc que c'est obligé d'être un numéro de compte. Je vous dirais que c'est beaucoup plus une logique comptable. Puis pourquoi cette logique-là? Mais quand on va mettre des numéros avec, ici exemple, 1000, j'ai mon compte dans la caisse, puis 1001, j'ai mes ventes, puis 1003, j'ai ma paye, puis j'essaye de classer ça, ça ne tient pas à route à un moment donné. Puis si j'essaye de le classer, bien, par le nom, ça ne marche pas. Je vais le classer par numéro. Donc, on va essayer de tenir cette numérotation-là. Mais si vous cherchez charte comptable ou exemple de charte comptable, vous allez en trouver plein. Votre CPA, souvent, peut vous aider, mais vous allez en trouver plein déjà des chartes prépopulées. QuickBooks en a une charte comptable prépopulée. Donc, Kiwili, qui est un logiciel québécois, là aussi. Donc, c'est de trouvez-vous un modèle, mais on va l'épurer. Après ça, on va garder les comptes que nous, on a de besoin. Merci, Eric. On a Cindy qui nous dit qu'elle a quelques clients qui utilisent la comptabilité de caisse, mais avant de les faire passer à la comptabilité d'exercice, c'est quoi l'impact? Bien, la comptabilité de caisse, je vous dirais, reste utilisée actuellement, là, grosso modo, beaucoup dans le monde agricole. Puis pourquoi? Parce que souvent, l'idée, là, puis bon, on fait une mise en contexte, la comptabilité de caisse versus la comptabilité d'exercice. La comptabilité de caisse, c'est je reçois une somme, je l'inscris comme une vente, puis je paye une dépense, donc je paye une facture, je l'inscris comme une dépense. Et il n'y a pas de lien d'attachement entre le moment réel où je vais faire la vente puis le moment réel où je fais la dépense. Exemple, vous me donnez un dépôt de 1000$ aujourd'hui pour une machine que je vais vous livrer. Bien, ce n'est pas une dépense, c'est un dépôt. Si je vous livre la machine en 2022, on va constater la dépense en 2022. La même chose, le revenu, si vous me donnez 1000$ pour un service, vous dites, Éric, on aimerait ça avoir tes services de consultation, vous me donnez une avance sur une banque d'heures de 1000$, mais on commence le projet juste en 2022. Bien, pour moi, ce n'est pas une vente. J'ai mis ça dans un dépôt, puis je vais constater la vente en 2022 quand je vais rendre le service. La comptabilité de caisse, bien, si vous me donnez un acompte de 1000$, c'est une vente, je la constate aujourd'hui. À la fin d'année, je l'aurai constaté. Pas trop de problématiques quand on est dans des entreprises, exemple, je dirais, avec des structures normalement simples où je n'ai pas de compte à recevoir, compte à payer. Allons-y avec une structure vraiment simple, un salon de coiffeur. Normalement, le client, quand il me paye, j'y ai coupé les cheveux, j'y fais payer sa facture, donc le service est rendu maintenant. Puis j'ai les dépenses que j'ai, ben c'est mon loyer, mes salaires, puis des produits. Normalement, c'est toutes des affaires que je ne consomme pas dans l'année d'après, c'est tout consommé aujourd'hui. Puis mes produits, c'est une part très peu significative de mes dépenses. Fait que quand même que je tire une bouteille de spray net sur 2 ans, on ne fera pas une réécriture pour ça. Donc, si je pourrais être en comptabilité de caisse dans une structure simple comme ça, ce n'est pas problématique. Ça va le devenir quand on suit nos entreprises. Et exemple,
Ça, c'est un cas classique. On arrive à la fin d'année, puis vous signez une banque d'heures au mois de décembre. Super belle banque d'heures avec un nouveau client. On est dans le service. 5 000 ma banque d'heures. Fait que je la constate comme une vente en décembre. On n'a pas payé un fichu de salaire là-dedans en décembre. Là. Vous arrivez en janvier, vous vendez, vous livrez toutes vos heures en janvier. J'ai aucun revenu, mais plein de dépenses. Fait que j'ai gonflé mon chiffre d'affaires de l'année d'avant. Je me crée une perte dans l'année suivante, mais quand il faut vraiment vous rappeler que en janvier, j'ai inscrit mes heures en décembre, mais là, en janvier, c'est normal, je fasse une perte, je n'ai pas d'argent. Donc, si j'avais été en comptabilité d'exercice, bien, si j'ai signé une banque d'heures en fin d'année, j'aurais pris une provision, j'aurais dit, bien ça, c'est du revenu perçu d'avance. Je l'aurais ramené dans mon année suivante. Puis là, quand je regarde mon mois de janvier, bien, j'ai 5 000 que je vais reconnaître en janvier. Puis j'ai dépensé, exemple, pour 3 000 de salaire. Fait que j'ai un profit, puis ça tient la route. Donc, c'est pour ça, un petit peu, la comptabilité d'exercice, bien, on va attacher nos revenus puis nos dépenses ensemble puis les constater quand elles arrivent. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais normalement, dans une entreprise simple, il n'y a pas de grands enjeux à passer d'une à l'autre. Très bien, Eric. Peut-être une dernière question là, pour le fin du webinaire. Elle est en deux temps, donc je vous la dicte. Dans un premier temps, quoi privilégier entre un outil maison sur Excel ou des vrais outils comme Sage, QuickBooks et Acomba? Et deuxièmement, est-ce qu'à votre connaissance, il y a des outils québécois ou à tout le moins canadiens? Oui, bon. Pourquoi privilégier? Je vous dirais, pour moi, une des premières raisons, là, c'est la fiabilité. Je m'explique. Actuellement, j'ai un client, puis je suis en train de chercher une solution où on compile des banques d'heures dans des fichiers Excel. Chaque fois que j'ouvre le fichier, moi, les poils sur les bras me dressent. Puis pourquoi? C'est parce que dans un fichier Excel, là, c'est super facile hein, de faire un tri, puis de ne pas ramasser toutes les colonnes, puis de mêler tous les chiffres. Il y a toujours cet enjeu-là, l'enjeu d'oublier une colonne, de supprimer une colonne. Il n'y a pas de restriction sur ce qu'on peut faire dans un fichier Excel. Là, je vais faire un bémol. Vous avez un chiffre d'affaires où on est vraiment là, dans de la petite, ou un pré-démarrage, puis j'ai fait pour 22 000 de ventes dans l'année. Le fichier Excel va faire la job. Là, on s'entend. Là. Quand je commence à grandir, bien, je vais vouloir formaliser un petit peu ma comptabilité. Vouloir éviter de faire des erreurs de mauvais tri, de mauvais. Puis c'est sûr que normalement, quand je vais être avec un logiciel comptable, bien, je vais toujours m'assurer de balancer mes transactions. Fait que normalement, ça devrait balancer à la fin d'année. Puis là, je vous dirais, bien des fois, avant de s'investir puis d'acheter un logiciel comptable, regardez avec qui va faire votre tenue de livre. Puis là, il y a un paquet de monde qui font de la tenue de livre et que, mais des fois, eux vont avoir une préférence pour un logiciel, puis vous avez confiance en elle, fait qu'on va y aller avec le logiciel qu'elle va vous recommander. Puis même, je vous dirais, bien des fois, ça vaut peut-être pas toujours la peine de même là, puis je vais me contredire un petit peu, mais je vous dis de mettre le nez dans vos opérations. Mais quand j'ai quelqu'un de confiance, bien peut-être que je vais me déplacer ou je vais faire un zoom avec la personne, puis elle va me montrer ce qu'elle a écrit, puis au départ, bien, je vais peut-être pas payer une licence de QuickBooks si j'ai pas les moyens, ou je vais me payer une licence, puis on va jouer avec ça un petit peu au départ, ou je n'ai peut-être pas une licence complète, ou tout dépendant, tu comprends, quand j'ai quelqu'un qui va faire de la tenue de livre. Il existe-tu des outils québécois, canadiens? Oui, il y en a. Il y a le merveilleux Kiwili, qui est une entreprise montréalaise. Donc, Kiwili, à la base, c'est un logiciel de facturation. Et par contre, il y a un module qui fait en sorte que ça devient un logiciel comptable. Fait que c'est deux modules différents. Je pourrais utiliser le module facturation. Mon comptable pourrait faire ma comptabilité dans le module de comptabilité. Puis, je n'ai pas eu à payer les 2 licences. Le service est à Montréal. Ils ont un service hors pair, donc c'est des gens d'ici. Il y en a d'autres. Je pense à l'autre, moi, que j'ai utilisé pendant un bout de temps, qui s'appelle Wave, W-A-V-E, qui est une entreprise canadienne aussi. BDC est un des actionnaires aussi de Wave. Le défaut, Wave il est gratuit. Il va super bien. Il paye au Québec. En tout cas, aux dernières nouvelles, il n'en faisait pas. Et il est uniquement en anglais. Fait que si vous voulez une solution, le Kiwili, qui est une solution vraiment intéressante. Puis,
faites attention à l'espèce de piège. Moi, j'aime bien QuickBooks, j'ai rien contre. C'est juste qu'il faut faire attention. Souvent, la première année, QuickBooks, il offre des gros rabais. Puis là, on se rend compte qu'une fois qu'on a passé la première année, il n'est pas si pas cher que ça. Puis des fois, Kiwili, qui n'a pas de gros rabais au départ, ben, on compare les deux, puis on fait ouais, pas sûr que, ça s'équivaut, mais on a un logiciel qui est ici, ou avec un support qui est local. Puis quand vous écrivez à Kiwili, il y a une vraie personne qui est assise à Montréal qui vous répond. Merci, Eric. C'est très pertinent. Juste avant de conclure, je voulais vous dire que vous aurez accès à la présentation dans un courriel qu'on va vous envoyer très prochainement. Il y a un sondage aussi sur ce webinaire-là aussi qui va être jumelé à l'envoi. Et puis, en fait, je voulais vous dire un grand merci à tous pour votre présence. J'aimerais à nouveau remercier l'Ordre des CPA pour la présentation de ce webinaire et bien entendu à M. Priville pour avoir partagé tout ce contenu. Merci, les principes étaient très bien structurés, clairs et pertinents. Alors, moi, personnellement, j'ai adoré. Donc, voilà. Et je vous invite aussi à consulter notre site Internet chez Femmes et Sœurs et notre page Facebook. On a toujours plein d'activités à l'ordre du jour, là, toutes les semaines, les mois. Donc, voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup.